Bonjour et bienvenue à cette dernière session des tables rondes virtuelles Leader à l'ère du numérique. Merci énormément d'être là avec nous. Donc, l'École branchée, on vous propose ces occasions-là pour vous accompagner dans vos réflexions. Je salue d'ailleurs toutes les équipes qui nous écoutent ensemble ou encore qui utilisent en rediffusion certains extraits pour éclairer leurs échanges et leurs réflexions sur différents sujets qu'on aborde avec vous. Cette année, j'ai vraiment entendu l'intérêt ou le besoin de vous alimenter sur quatre grands enjeux qui sont partagés par tout le réseau. Et pour les adresser, chaque fois, j'ai rassemblé cinq invités spéciaux qui aujourd'hui, vous m'avez déjà entendu les nommer rockstar et du. Aujourd'hui, j'ai envie de les nommer nos top modèles édu. Donc, ils ont été choisis pour leur vécu, pour leur expérience, parce qu'ils sont des modèles dans leur domaine. Et donc, c'est avec eux que j'ai planifié vous inspirer, mais aussi vous outiller, parce que l'école branchée, c'est votre média d'information positive sur l'enseignement à l'ère du numérique. Et sa force à l'école branchée, c'est vraiment de mutualiser l'expertise et les ressources du réseau. Donc, ensemble, on vous a bâti une trousse de ressources et tout sera accessible sur le site de l'école branchée en même temps que la rediffusion. On souhaite aussi vous donner envie à l'école branchée de vous connecter avec nous pour éclairer vos réflexions. Toutes ces séries de leaders à l'ère du numérique, on a débuté avec l'évaluation. Donc, évaluer pour faire progresser les élèves, qui est le moteur de l'autonomie. On a aussi abordé des sujets bouillants dans le réseau, donc l'intelligence artificielle, la nouvelle affaire au service des enseignants, mais de tout le réseau. Et on a également parlé de temps d'écran, interdire ou encore mieux choisir. Tous ces échanges-là, vous pouvez les revoir dans un parcours qu'on a créé à l'école branchée. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est celui de l'engagement. Hein, au Québec, tous les centres de services scolaires ont un plan d'engagement vers la réussite. Plusieurs écoles ont l'engagement comme valeur au cœur de leur projet éducatif. Pour d'autres, ils nous diront, nous l'avons mis dans notre code de vie, mais c'est vrai que ça n'arrive pas par magie. Donc aujourd'hui, on va en parler ensemble. Le thème qu'on s'est donné aujourd'hui, c'est de l'engagement à la réussite, les clés pour motiver les élèves. C'est ce qui est au cœur de la préparation de nos invités spéciaux. Je commence en invitant mon collègue Maxime Pelchat à se joindre à moi. Maxime, il est du cadre 21 qui offre des occasions d'auto-formation aux enseignants passionnés et valorise une culture de développement professionnel en accordant, entre autres, des badges numériques de formation continue. Salut Maxime! Salut Stéphanie, comment ça va? Ça va bien, contente que tu sois encore avec nous pour cette dernière session. Es-tu prêt Oui, à mettre le feu aujourd'hui? oui, absolument. Puis j'en profite pour lancer l'invitation à tous ceux et celles qui se joignent à nous de se présenter dans le clavardage puis nous dire de quel point vous vous branchez avec nous. C'est toujours le fun de sentir qu'il y a dans cette présentation midi-là un côté bidirectionnel où est-ce que vous êtes présent avec nous. Et puis, j'aurai le mandat aujourd'hui, Stéphanie, encore une fois, d'alimenter le clavardage, puis peut-être justement susciter les questions, ramener vos commentaires aussi à la surface parce que on se retrouvera, n'est-ce pas, à toute fin, Stéphanie, pour faire une petite synthèse de ce qui s'est dit en parallèle de cette discussion-là dans le cadre. Définitivement. Merci, Maxime, d'avoir accepté ce beau rôle avec nous. Donc, bien entendu, Maxime va mettre le feu dans le clavardage. Donc, c'est maintenant le temps de vous présenter nos invités spéciaux. Je leur ai demandé, après les avoir présentés, de vous partager leurs phrases inspirantes sur le sujet. Donc, j'ai vraiment hâte de les entendre. Ma première invitée, elle est conseillère pédagogique au récit de l'enseignement privé. Elle a enseigné au préscolaire et au primaire pendant une vingtaine d'années, puis elle a complété une maîtrise qualifiante en éducation, apprentissage, enseignement et évaluation. C'est vraiment une adepte de la pédagogie en plein air, des technologies, de la formation continue. Et elle a surtout à cœur le bien-être et la réussite des élèves. Et cherche toujours
des nouvelles façons de rejoindre les jeunes sur le plan académique et socio-affectif. Je vous présente Marie-André Caron. Bienvenue, Marie-André. Bonjour, ça me Comment fait vas-tu? vraiment, ça va bien. Je suis vraiment contente d'être avec vous aujourd'hui pour parler de ce sujet-là qui me tient particulièrement à cœur. Donc, ma phrase inspirante, s'engager soi-même, c'est permettre aux élèves de s'engager à leur tour. Il n'est ni trop tôt ni trop tard pour commencer à le faire. Merci, Marie-André. Tu nous rappelles que ça vient d'abord de nous. Donc, ma prochaine invitée, elle est conseillère pédagogique de français au Centre de service scolaire La Riveraine. Elle a aussi été conseillère pédagogique au Service national du récit de l'inclusion et de l'adaptation scolaire. Elle porte un grand intérêt à l'utilisation pédagogique des technologies comme soutien à l'enseignement et à l'apprentissage et à la pédagogie universelle et inclusive qui est toujours aussi chère à mon cœur qu'à nos invités d'ailleurs, mais elle croit au potentiel des élèves, peu importe leurs conditions. Marie-Josée Arnois! Tu ouvriras ton micro, beauté. Ça va mieux avec le micro? Là, tu m'entends? Yes, Oui, numéro bonjour, un. bonjour. Merci beaucoup de la belle invitation, Stéphanie. C'est toujours un plaisir de collaborer avec l'École branchée. Écoute, ma phrase inspirante, là, moi, je la prends, je la vole à Benjamin Franklin OK. ou Franklin, là, dépendant de l'accent que tu veux te donner. Donc, Benjamin Franklin dit, dis-moi et j'oublierai, enseigne-le-moi et je m'en souviendrai. Implique-moi et j'apprendrai. Donc, l'engagement, on a l'implication. Donc, c'est là qu'on va susciter le plus d'apprentissage possible. Puis moi, aujourd'hui, j'ai le goût de parler, entre autres, des manifestations observables de la démotivation. Puis nous, comme enseignants, quel pouvoir on a sur, Hmm. sur justement cette démotivation-là. Je vous On souhaite est au une belle table. session, tout le monde. C'est chouette. Ben, on est aux tables leaders à l'ère du numérique. Donc, effectivement, ce qu'on veut voir, c'est quel rôle on a à jouer en lien avec chacun de ces thèmes-là pour que ça puisse se transformer. J'enchaîne avec notre prochaine invitée, enseignante d'anglais intensif au primaire au Centre de service scolaire des découvreurs. C'est une adepte du développement de l'esprit d'entreprendre. Elle a trouvé comment faire disparaître la gêne des élèves à parler en anglais. Et chaque année, ces élèves sont appelés à piloter deux grands projets. J'invite Marilyn Cloutier. Bonjour, merci beaucoup de me recevoir. Salut, Donc, ça fait plaisir. oui, merci. Donc, ma phrase d'inspiration vient en fait là, du thème d'un congrès auquel j'avais assisté il y a quelques années, dont le sujet était Engage the Heart, Ignite the Mind. Donc, en bon français, si on traduisait, ça voudrait dire implique le cœur et enflamme l'esprit. Puis je dirais que c'est au cœur de ma pédagogie parce qu'il faut considérer l'élève, oui, pour ses compétences à développer, mais pour son tout aussi. Puis son tout, ben, ça passe par le cœur, c'est l'humain. Wow, c'est une table ronde qui va faire du bien aujourd'hui. Merci. Je poursuis avec mon collègue. Il est conseiller pédagogique à l'école branchée, enseignant d'univers social au secondaire provenant de la Belgique. Oui, on l'a adopté au Québec. Il a réalisé plusieurs projets d'envergure qui utilisaient la réalité virtuelle avec ses élèves, qui ont donc réalisé deux films sur différents thèmes qu'ils ont choisis. Il consacre son temps à élever les compétences de ses collègues, entre autres sur l'intelligence artificielle. Laurent Di Pasquale. Merci Steph, quelle annonce, en tout cas quelle introduction. Ah écoute, merci pour la petite description. Moi je vais te faire mon mantra qui est très personnel. Je l'ai si en fait formulé, je pense depuis que j'ai commencé en fait à enseigner, donc ça il y a un peu plus ici de 11 ans. Moi c'est on est tous capables de faire de grandes choses, mais reste juste à trouver lesquelles. Et ça c'est vraiment en lien, si tu veux, avec mon histoire personnelle. Peut-être qu'on aura le temps ici un petit peu de bifurquer en même temps que l'explication des projets.
mais je pense ici qu'on est très doué, parfois maladroitement ici dans le monde de l'enseignement, et c'est pas ici pour ici stigmatiser ou quoi que ce soit, mais pour ici rendre incapable quelqu'un qui a pourtant de très grandes capacités. Et je pense ici que tout l'enjeu va être ici de pouvoir ici révéler ce potentiel pour qu'il puisse se développer. Et donc, j'espère ici qu'on aura ici un bel état des lieux de ça. Clairement que ce sera un bel état des lieux et très inspirant. Nous serons donc complets avec notre prochain invité qui se dit expert en échecs. J'ai adoré quand il s'est présenté comme ça. Enseignant du primaire et conseiller pédagogique au Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois pendant plus de 20 ans. C'est beau, hein, dire ça, pendant plus de 20 ans. Donc, belle expérience derrière. J'ai dit choisi pour leur vécu. Donc, il est aujourd'hui conseiller pédagogique principal au Collège Sainte-Anne de la Chine. Il est l'instigateur de la pédagogie 3.0 et l'homme derrière Emilia, qui est un outil de correction révolutionnaire qui intègre l'intelligence artificielle et qui transforme l'enseignement et l'apprentissage du français. Ça faisait longtemps que je voulais recevoir en entrevue Stéphane Côté et je l'ai entendu en entrevue parler de l'engagement des élèves et je me suis dit, ça y est, c'est mon cinquième invité à cette table ronde. Stéphane Côté! Merci beaucoup. J'avais très hâte de te rencontrer. Je sais pas combien de vidéos que j'ai vues sur Internet où tu interviewais plein de gens, puis à chaque fois, j'étais jaloux. Fait que, Ah, je suis content d'être là. voilà, c'est Euh, maintenant mon invité spécial. Ta phrase inspirante, Stéphane. L'élève, ça a l'air vide, mais à la fin, vous allez comprendre que c'est une boîte de conserve remplie, là. L'élève qui progresse est un élève engagé. Et je crois qu'on essaie souvent d'intéresser les élèves, mais d'essayer de générer des élèves qui sont en progression. Quand on se soucie de cet ingrédient-là secret, je crois que ça génère plus d'élèves engagés. Alors, j'ai hâte aux interactions de notre rencontre d'aujourd'hui. Ça me va droit au cœur, Stéphane, ce que tu viens de dire, parce que j'ai déjà demandé à une enseignante de mon plus jeune qui avait des difficultés en français, est-ce qu'il peut progresser? Et j'avais eu un silence radio pendant quelques minutes et ça m'avait vraiment douloureusement fait mal au cœur. Et j'adore donc de sentir Hmm. ce que tu amènes dans l'échange. Ben, je vais me présenter. Moi, c'est Stéphanie Dionne, votre animatrice pour aujourd'hui. Je suis directrice au développement de l'école branchée. Puis mon plaisir à moi, là, c'est de vous fournir tout ce dont vous avez besoin pour créer un mouvement vers l'atteinte de vos objectifs dans le milieu de l'éducation. Premier bloc de vos échanges, on passe ça tout de suite avec le thème. En fait, avec la question, comment on peut créer des classes dans lesquelles les élèves ont envie d'apprendre? J'ai envie de commencer avec Marie-Josée Arnois. On entend vraiment trop souvent justement dire que les élèves sont pas engagés. Il y a comme une méconnaissance de l'impact qu'on peut avoir. Puis tu l'as amené dans ta présentation justement sur l'engagement des jeunes. C'est quoi justement ces manifestations-là, ces observations qui nous avertissent qu'il y a un désengagement ou qui nous informent qu'il y a effectivement un engagement? Peut-être que c'est sa progression, comme Stéphane vient de nous le dire. Marie-Josée, j'ai envie de te laisser la parole là-dessus. Bien, merci de ce bel honneur que tu me laisses de partir la discussion. Euh, Ce que j'ai le goût de te dire, c'est que souvent, on va le voir par des comportements qui est notre pointe de l'iceberg, en fait. C'est que les élèves, on va les traiter en comportement, mais il y a souvent un message en dessous de ces comportements-là, puis on n'a pas nécessairement de contrôle sur tout ce qui se passe dans leur vie. Mais une des premières choses, c'est qu'on voit, puis tout le monde sera d'accord, je pense, c'est qu'il y a des stratégies d'évitement quand on a une manifestation de désengagement. Donc, soit les élèves vont fuir la tâche, ou ils feront pas leurs devoirs, donc il va y avoir plus, tu sais, c'est vraiment de l'évitement, si je peux me permettre. Puis, à quelque part, c'est peut-être un refus d'affronter un obstacle aussi. Peut-être qu'il y a de l'évitement parce qu'ils ne se sentent pas en contrôle de la tâche. Là, je reprends peut-être des concepts de Vio, un peu de Roland Vio. Donc, ils ont peut-être pas de comptabilité sur la tâche. Ils pensent pas qu'ils puissent réussir la tâche. Donc, ça fait en sorte qu'il y a de l'évitement. Donc, là, on va dire qu'ils ne sont pas engagés. Les élèves, ils sont paresseux, ils veulent rien faire. Mais peut-être qu'ils se sentent ils se rendent pas compte, les élèves, qu'on est capable, tu sais, qu'ils sont capables de le faire, mais peut-être qu'on n'a pas activé ces leviers-là, justement. Et dans le fond, c'est que l'élève va contourner l'obstacle.
tu sais, en soi, en le faisant pas. Puis, écoute, là, je te parle de manifestations, mais tu vas avoir des manifestations perturbatrices. OK? Donc, on va avoir des élèves qui vont déranger dans la classe, mais il y en a qui sont non perturbateurs. Puis c'est ceux-là, dans le fond, qu'on risque d'échapper le plus au niveau de l'engagement. Ils ne dérangent pas dans la classe, mais ils font rien non plus. OK? Donc, ça se trouve, il faut rester allumé, il faut être capable de faire un dépistage de nos référentiels, en fait, les référentiels en lecture, en écriture et en mathématiques parlent de motivation, qui est la grande sphère qui vient autour. Donc, avant même, moi, j'explique ça souvent, Stéphanie, comme si c'était des poupées russes, là, dans le fond. Fait que la motivation, s'il n'y a pas là, il faut creuser dans la poupée russe pour aller voir où est-ce que se situe, sur quoi je peux agir à ce moment-là. Donc, comment je fais pour regarder la motivation, le manque de motivation? Ben, je vous ai expliqué qu'il y a un refus, il y a un évitement, mais après ça, il faut essayer c'est là qu'on va avoir du pouvoir. Et ben, les questions que l'élève va se poser, qu'il faut se poser, c'est est-ce que l'élève sent qu'il y a de la place dans la classe? OK? Est-ce qu'il sent est-ce qu'il se sent inclus? On parlait d'inclusion tantôt. Donc, c'est vraiment très important. Est-ce que l'élève, lui, là, est-ce qu'il a le goût d'être là à l'école? OK? Donc, s'il n'y a pas le goût, il faut se poser la question pourquoi il n'y a pas le goût. Il y a aussi quelle est sa relation avec l'apprentissage, puis quelle est sa relation avec l'erreur. Donc, ça peut vraiment venir jouer sur l'engagement et la motivation. J'avais le goût de t'amener à quelque part en disant, ben, comme CP, je le fais, puis je le faisais comme enseignante aussi, je me posais tout le temps la question, moi, là, ben là, je vais la formuler comme si j'étais CP. Comme CP, je me demande tout le temps, est-ce que j'assisterais moi-même à mes propres formations? OK? Donc, est-ce que j'aurais de l'intérêt à assister à mes propres formations? Et on peut se poser la question comme enseignante. Moi, je la posais comme enseignante. Si j'étais élève, est-ce que j'aurais le goût d'être avec moi? Donc, c'est là tout le pouvoir de l'enseignant. Et tu sais, on a l'impression de ne pas avoir beaucoup de prise sur la motivation et l'engagement parce que c'est vraiment très personnel. Tu sais, on parle de motivation intrinsèque, c'est très personnel. On peut donner des bonbons, là, mais tu sais, je veux dire, à quelque part, on n'y arrivera pas, là. Tu sais, il faut vraiment que ça vienne à l'intérieur de la personne. Puis ça, ben, c'est pour ça qu'on a l'impression de ne pas avoir de pouvoir, parce que c'est très, très, très personnel. Fait que comment on peut, en tout cas, je vais en parler plus tard, là, tu me diras Ouais. si mon temps est écoulé, Mais mais j'adore, Marie-Josée, oui, effectivement, ce que tu amènes. Puis j'ai entendu justement une enseignante oui, parler de la motivation, puis elle a parti ça avec ses participants en disant la motivation, comment on peut faire ben, pour la déclencher? Ben, on peut pas, ça vient d'eux. Fait que comment on peut mettre en place des conditions favorables à, puis je pense que ça va faire un bon pont oui, vers Marie-André Caron. Merci oui. Marie-Josée. Merci, on se parle tantôt. Marie-André, comment on peut déclencher ça? C'est quoi les conditions qui sont favorables justement à la motivation et l'engagement des élèves? Mais je pense que ce que je vais vous dire va résonner avec ce que Marie-Josée vient de dire. Ça va faire une belle suite. Et j'ai aimé aussi la phrase inspirante de Marilyn. Elle parlait du cœur, donc vous allez retrouver ça dans ce que je vous présente. Euh, je dirais quand on connaît les 8 déclencheurs de la motivation, c'est un bon point de départ. Il y a le lien à travers ce que Marie-Josée parlait au niveau de l'inclusion. Le lien a été nommé. La relation que l'enseignante va avoir avec ses élèves, ben ça, c'en est un déclencheur. Et un petit fait intéressant, non négligeable, c'est le cerveau limbique qui est responsable du niveau d'engagement. C'est lui qui dirige l'information dans le bon sens, donc d'aller s'occuper, tu sais, du cœur, ce que Marilyn disait tantôt, ben ça a sa place. Donc la relation, c'est un des déclencheurs. Pour plusieurs élèves, la relation, ça va être ce qui est primordial. Puis la matière qu'on va lui enseigner, ça vient en second. Mais il y en a d'autres, désolée si en bon français je pète la balloune de certains, c'est pas pour nous qui sont là. Ils ont juste soif d'apprendre, ils veulent apprendre des choses, là, les connaissances. Donc, pour eux, ben, les autres déclencheurs peuvent être très utiles. Il y a la compétence. Ça, c'est est-ce que je suis capable de réaliser la tâche? C'est aussi l'élément décisif du rendement scolaire avant même les capacités intellectuelles. Il y a la curiosité. Et ça, quand je lisais là-dessus, euh, quand on parle de contexte signifiant, on entend souvent parler là, à quel point c'est important là, le contexte authentique.
ben ça éveille la curiosité quand on utilise ces contextes-là. Donc, c'est un autre déclencheur de la motivation. Il y a l'imagination en lien avec la créativité, la pertinence. Est-ce que c'est valable, rentable, utile? Excusez, je parle avec mes mains, j'essaie de me contrôler. C'est tout à fait, tu as le droit, Marie-André. Je fais ça souvent. Comme une Vas-y. Italienne, mais j'ai pas de racine italienne. Ça répond à la question pourquoi je fais ça, de donner un sens. Mais là, attention, c'est pas de dire que dans 20 ans, ça va être utile pour telle chose. C'est présentement, ou en tout cas dans un plus court laps de temps, pourquoi je m'investirais, pourquoi je le fais. Ensuite, il y a le défi, quelque chose de ni trop simple, ni trop complexe dans la zone proximale de développement. Après ça, il y a le choix qui est de soit laisser choisir le quoi, on leur donne des options, le quand, le comment ou là avec qui, selon s'il y a des sous-groupes. Ça peut être des faux choix aussi, OK? Mais ça, on leur dit pas. Ça développe, ces choix-là vont développer l'autonomie et c'est ce qui va faire passer aussi du sentiment de devoir faire quelque chose qui est un peu la motivation extrinsèque à le plaisir, l'envie de le faire, qui est la motivation intrinsèque. Et on termine avec le plaisir, qui est pas nécessairement seulement ludique, le jeu, c'est le bien-être, le climat de classe positif, l'humour. Ce que j'aime, c'est que si on faisait l'exercice individuellement de classer ces déclencheurs-là selon nos préférences, nos priorités, il y aurait probablement autant de réponses différentes qu'il y a de personnes en ce moment. Ça peut être un bon exercice à faire avec nos élèves, peut-être à partir du secondaire, quand ils sont assez vieux, on leur explique les déclencheurs. Puis après, ça nous permet, dans nos planifications, de penser à tous ces élèves-là selon qu'est-ce qui déclenche leur motivation. J'ai même des écoles qui vont l'essayer en septembre. Ils vont faire l'exercice là à la grandeur de l'école puis on verra. Je sais pas comment ils vont le faire encore, mais on verra ce que ça va donner. Puis quand on planifie, c'est pas d'avoir tous ces déclencheurs-là, mais peut-être juste c'est pas demain matin de changer ce qu'on fait non plus, mais juste peut-être d'annoter. OK, ben c'est quoi les déclencheurs dans mon plan de leçon aujourd'hui qui vont être mis de l'avant? Puis si à un moment donné, on se rend compte que c'est toujours les mêmes qui reviennent, ben peut-être qu'il y a des choses qu'on peut modifier. Et pour un bon niveau d'engagement, ce qui est dit, c'est d'aller combiner quelques-uns de ces déclencheurs-là. Plus on en regroupe, plus l'engagement va être optimal. Et on se rappelle, je termine là-dessus, que l'engagement, c'est un des facteurs les plus importants de la réussite scolaire. Oui. Voilà. Et tu as parlé de réussite, tu sais, un des déclencheurs aussi de la motivation, engagement, c'est de savoir que tu peux vivre des réussites et d'en avoir Voilà. vécu au travers. Puis là, j'ai l'impression, Marie-Josée, Marie-André, vous m'avez donné un peu l'image d'aller tâter le tout. C'est un peu comme avoir l'indice de bien-être ou de bonheur à l'école de vos élèves. Je trouve ça génial. Et on en a partagé un exemple d'indice de bien-être dans notre fil d'actualité de l'école branchée. J'irai le mettre dans notre trousse de ressources. J'ai envie de continuer avec Marilyn parce que son approche, clairement, utilise fort probablement la majorité de ces 8 déclencheurs en développant l'esprit d'entreprendre. Marilyn, j'ai envie de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu fais de si merveilleux avec tes élèves? Donc, en anglais, langue seconde, un défi, c'est vraiment que les élèves prennent des risques à utiliser la langue qu'ils sont en train d'apprendre, puis c'est pas toujours évident. Puis avec les années, ben, j'ai développé une passion, mais qui s'est vraiment transmise dans ma classe comme une pratique gagnante pour venir engager, motiver les élèves, puis ça leur donne vraiment le goût d'apprendre. Puis cette pratique-là, ben, c'est le développement de l'esprit d'entreprendre en classe. Donc, qu'est-ce qu'on entend par développer l'esprit d'entreprendre? C'est de piloter des projets entrepreneuriaux avec les élèves dans nos cours. Donc, concrètement, ce que ça veut dire, ben, c'est venir créer un produit, un service ou un événement qui va correspondre à un besoin réel dans le milieu. Donc, à travers ça, on va venir développer le pouvoir d'agir des élèves dans des situations authentiques et concrètes qui vont faire du sens pour les élèves. Bref, on va mettre l'élève au cœur de ses apprentissages. On vient aussi responsabiliser les enfants. On augmente l'étendue de leurs compétences et on élargit leur zone de confort.
Aussi, ce que je trouve très important de dire, c'est qu'on leur fait vivre des réussites. On vient donc travailler sur leur sentiment d'auto-efficacité. Marie-Josée avant moi, Marie-André avant moi parlait là, des 8 déclencheurs de la motivation. Puis Marie-André, quand je t'avais entendu en parler pour la première fois, ça avait vraiment résonné chez moi parce qu'au fur et à mesure que tu les nommais, j'étais là, wow, OK, je peux trouver les 8 dans un projet à l'esprit d'entreprendre. Donc, ça vient vraiment là, les solliciter à différents moments du projet. Comme tu l'as dit, chez certains élèves, il y a certains facteurs qui vont venir résonner plus fort, mais on peut absolument là, tous les retrouver. L'esprit d'entreprendre aussi, ce que j'adore, c'est que ça revient à mon mantra là, que j'ai dit au début du panel, c'est que ça nous permet de travailler, oui, avec l'élève au développement des compétences, mais ça nous permet de travailler avec l'humain, l'adulte de demain. Puis, il ne faut pas oublier qu'une des 3 missions de l'École québécoise, c'est de socialiser. Donc, ça vient à travers les partenariats école-famille ou les partenariats école-famille-communauté. Bien, on vient toucher et remplir cette mission-là de l'École québécoise. Puis, ce que j'aime toujours dire là, quand j'anime des rencontres comme aujourd'hui, c'est on fait éclater les murs de notre classe. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore et que les élèves aussi, puis ça vient jouer sur le goût d'apprendre. Pensons aussi à des milieux, je vais revenir sur le milieu de mon école tantôt, là, mais des milieux où les élèves n'ont peut-être pas toujours l'occasion là, de sortir avec leur famille ou d'être exposés là, au monde de l'entrepreneuriat ou des choses comme ça. Bien, ça vient vraiment là, donner un coup de pouce à notre clientèle. Je vais dire les 2 exemples de projets, là, si tu me permets, Stéphanie, que mes élèves... C'est ça que je voulais que tu dises, Marilyn, avant d'aller à mon prochain invité. Fait que t'es direct à la bonne place. Parfait. Donc, les élèves, à chaque année dans ma classe de 6e année en anglais, ils pilotent 2 projets. Je dis piloter parce que c'est vraiment eux les patrons, là. Moi, je les aide, je suis là en soutien, mais c'est eux qui font tout, là. Donc, on a un projet annuel de Noël. Donc, en novembre-décembre, les élèves vont fabriquer des décorations de Noël. C'est eux qui choisissent selon le matériel qui est mis à notre disposition. Puis, on va vendre toutes ces décorations-là et remettre 100% des profits à une œuvre caritative du choix de l'élève. Donc, on fait des petites recherches, puis c'est eux qui vont choisir, là, à l'aide d'un vote démocratique, à quel organisme de charité on veut le remettre. Puis, cette année, par exemple, les élèves ont fabriqué là, une dizaine de modèles de produits, mais avec des variantes. On laisse aller la créativité, comme tu parlais, Marie-André. Puis, on a remis ces 516 $ à l'EUQAM, donc pour les enfants atteints du cancer. Puis chaque année, il y a une valeur ajoutée au projet. Donc, par exemple, cette année, là, j'étais un petit peu tannée là, de vendre sur une table au froid à côté de la porte d'entrée à la fin des classes. Là, puis, fait qu'on s'est dit, on va se moderniser. Donc, on s'est créé un site Internet. Donc, on a vendu en ligne cette année. Puis, c'est venu motiver les élèves aussi. Pourquoi? Parce qu'ils ont rapidement compris que on augmente l'étendue de notre clientèle aussi. Donc, on vend plus. Donc, on vient plus aider les gens. Donc, c'est doublement motivateur. Le deuxième projet qu'on fait, c'est une entreprise d'animation, de location et de fabrication de jeux de société en anglais. On fonctionne sous un système coopératif. Donc, on a un conseil d'administration avec un président, vice-président, etc. Puis, notre but de cette entreprise-là, c'est de venir diminuer le stress face à l'anglais intensif en 6e année. Rappelons-nous, on passe d'environ 1 heure semaine d'anglais de la première à la 5e année à 2 à 3 heures par jour selon mon modèle à l'école. Donc, la marche est plutôt haute. Donc, le but, c'est vraiment de venir diminuer le stress en offrant aux élèves des occasions ludiques et authentiques d'apprendre leur langue seconde. Et puis, ça rend le but très clair pour les élèves. On disait, il faut qu'ils savent, les élèves doivent savoir pourquoi ils font quelque chose. Donc là, le but est très clair parce que les 6e années étaient les 5e années l'an dernier. Donc, ils sont passés par là. Fait que ça vient un système de mentorat, si on veut, là, une transmission des savoirs des anciens 5e année aux nouveaux 5e année. Donc ça, ce sont les 2 projets que je fais dans ma classe. Puis, je terminerai mon segment en disant, pour les nouveaux enseignants qui veulent essayer l'esprit d'entreprendre en classe, des fois, il y a un petit sentiment, je dirais pas de panique, mais de stress sur « Ah, il va falloir que je change toute ma pratique pour faire ça. » Mais je vous rassure tout de suite, non. Pensez à des projets que vous faites déjà dans vos classes. Vous avez déjà créé des produits, exemple des cartes de souhait. Vous avez déjà créé un événement pour d'autres classes de l'école. Donc, allez-y avec ça, faites quelques modifications ou amenez vos élèves
à regarder alentour d'eux, identifier un problème, travailler en équipe, faites des nuages d'idées et entourez-vous de partenaires. Vous seriez agréablement surpris de savoir la quantité de personnes dans le milieu des affaires, dans le milieu culturel, dans le milieu social qui veulent aider vos élèves à faire la différence. Tellement! On vote pour Marilyn. Ça avait l'air d'un discours électoral, on vote pour Marilyn. Oh, mais merci Marilyn, j'adore ce que tu as mentionné. Puis j'aime beaucoup le fait de questionner les élèves sur une problématique qu'ils vivent, par exemple, dans leur milieu ou dans leur communauté pour qu'ils puissent avoir justement un effet de levier puis un impact sur leur communauté. Yes, good job. Maintenant, j'ai envie d'aller vers Laurent. Laurent, le gars qui fait des vidéos en réalité virtuelle, c'est trippant. Qu'est-ce que ça change justement le fait d'avoir accès à ces technologies-là? Ça donne sûrement une autre dimension. Bon, j'ai parlé de réalité virtuelle, fait que c'est sûr que le lien avec une autre dimension est facile à faire. Mais raconte-nous comment toi, tu as utilisé la technologie pour en faire un réel levier d'engagement et de motivation avec tes élèves. Ouais, bah d'abord, une toute petite chose, on a tous les ingrédients réunis. Là, quand j'écoute toutes les personnes qui sont intervenues depuis le moment, et je doute pas que Stéphane va faire pareil aussi après, on a tout ce qu'il nous faut. Là, ici d'abord, ici, on peut regarder ici que une technologie, le numérique, en fait, ne va être finalement ici qu'une plus-value et un outil supplémentaire que si soi-même on a ici des fondements pédagogiques qui vont être bien conscients ici sur cette plus-value-là. Donc, on va essayer de savoir ici comment arrive la motivation. On va essayer de se demander quelle est la plus-value d'utiliser un outil. On va essayer de se demander ici comment impliquer les élèves. Parce que si on a ici, et je suis désolé ici d'être un petit peu ici en entendant un professeur ici qui de toute manière soit n'est pas motivé, on va pas ici non plus ici savoir ici transmettre cette motivation et aussi pouvoir ici utiliser un outil qui pourrait exercer la motivation. Donc c'est pas une recette magique d'utiliser le numérique et de se dire ici qu'après tout va aller bien. Par contre, si jamais si on identifie vraiment ici les bienfaits et les possibilités d'un outil, ça peut donner lieu ici à de belles choses. Par exemple, en Belgique, je vais vous situer le contexte, c'était ici pendant la période Covid. Là, pour vous dire clairement, tous les élèves pensaient encore plus que l'école s'était plate. Et il fallait trouver des solutions ici pour se monter créatif, pour pouvoir les impliquer. Et donc là, ici, je leur ai laissé le choix. Je leur ai dit, OK, quel est le projet que vous avez envie ici de réaliser? Quelle thématique? Donc là, déjà, je sais bien ici que tantôt, ici, on identifiait, on disait ici qu'il y avait vraiment une volonté de donner le choix. C'est Marie-Josée, je pense ici, qui le disait. Là, on a déjà ici la thématique où libre à eux de choisir. Dès qu'ils ont choisi la thématique, c'était ici l'intimidation, le harcèlement scolaire. Et donc, à partir de là, on a fait une véritable recherche en sciences sociales. Et puis, on s'est dit, OK, comment communiquer les résultats de notre recherche? Et donc là, ici, la réalité virtuelle, c'est distingué comme étant ici un outil peut-être ici intéressant, parce que ça permettait d'immerger. Et là, je vais rebondir ici sur aussi une autre réaction. Je pense ici que c'est Marie-André ici qui l'a cité. L'élève, il a besoin ici de se sentir capable. L'élève, il a besoin ici de se sentir compétent. Et je peux vous dire ici, quand on dit aux élèves, bon, on va faire une vidéo en réalité virtuelle, personne ne se sent compétent. Et donc, ça veut dire qu'il faut aller chercher ce sentiment d'efficacité personnelle pour leur dire, hey, vous êtes capable, mais moi aussi, je vais être capable avec vous. Et donc là, ici, moi qui ai en tête ici la possibilité ici technologique, j'ai aussi en tête ici, en fait, les fondements pédagogiques. Et là, ici, entre autres, je vais faire appel ici à Bandura, qui était ici en fait quelqu'un ici qui a notamment ici vraiment parlé ici de ce sentiment d'efficacité personnelle. Il était canadien d'ailleurs. Et là ici, je me dis, OK, comment est-ce que je vais renforcer les élèves là-dedans? Et quand ils ont confiance pour me suivre, on a commencé ici à se baser sur leur écriture, sur leur choix, sur le fait ici qu'ils pouvaient choisir ici les rôles qu'ils allaient jouer dans la vidéo. Et donc là, ici, en fait, on a vraiment aussi une démarche d'entreprendre, une démarche ici d'entrepreneuriat, mais qui est plutôt sociale, où les élèves vont s'investir dans une démarche afin de faire progresser la société. Donc, vous voyez, si en fait, l'utilisation de la réalité virtuelle se base ici sur tous les ingrédients que les participants ont dit avant moi pour pouvoir ici faire en sorte que ça ait du sens. Alors après, ici, qu'est-ce qui motivait les élèves là-dedans? Ils avaient ici face à eux une tâche ici où ils pouvaient se dépasser. Ils avaient ici face à eux une tâche qui était inédite. Quelque chose ici où ils sentaient bien ici le sens de l'apprentissage, ça allait servir ici pour faire progresser un sujet ici qui leur était ici vraiment et qui leur tenait à cœur. Ce qui les motivait aussi, c'était de savoir qu'on allait pouvoir en faire quelque chose après. Le savoir, il a du sens, on le lie à une situation qui va être appliquée directement après au sein de l'école directement. Encore à l'heure actuelle, ces deux vidéos, elles sont utilisées par une cellule d'anti-intimidation à l'école où des élèves forment d'autres élèves à l'utilisation de la réalité virtuelle
virtuel pour qu'ils vivent ces ateliers de sensibilisation, tout ça avec ce que les élèves ont tourné. Et donc là, si on a vraiment ici l'utilisation d'une technologie pour pouvoir impliquer les élèves et se demander mais comment est-ce que finalement, et si je peux faire ici que ça ait du sens, bah déjà ça vient des élèves et vraiment, c'est les projets parfois les plus fous. Sont à réaliser si on a confiance en soi et si on a confiance dans les élèves. Je rajouterais aussi en fait un petit levier de motivation supplémentaire quand j'ai essayé de me justifier à moi-même, parce qu'on peut aussi faire des analyses un petit peu introspectives ici de comment est-ce que la motivation est née chez ces élèves à partir d'une certaine pratique. Il y a ici en fait des travaux et des relevés qui je trouve assez intéressants concernant l'impact de l'émotion dans l'apprentissage. Là, je vous citerai ici en fait deux personnes que je trouve ici en fait intéressant ici à lire, c'est Edouard Gentaz et David Sander qui travaillent en fait à l'université de Genève et qui ont écrit ici en fait ici différentes choses sur l'impact des émotions envers l'apprentissage. Et en fait, on remarque ici que émotion et apprentissage sont assez liés pour pouvoir ici fixer de manière cognitive ce que l'on va apprendre. Et là, dans le cas de ce projet avec la réalité virtuelle, on ressent de l'émotion déjà quand on le tourne, on vit quelque chose ici qui nous fait ressentir des choses, mais l'élève qui va consulter cette vidéo également en réalité virtuelle vont avoir aussi la chance de vivre des émotions où on va fixer ici en fait cet apprentissage concernant l'intimidation, comprendre comment est-ce qu'elle se déroule pour pouvoir la prévenir. Alors là ici vraiment, je dirais ici que c'est un savant mélange ici si on doit faire appel à et au numérique ici entre les fonctionnalités techniques, notre propre motivation, mais aussi la compréhension ici en fait de tous ces prérequis pédagogiques qu'on apprend par exemple quand on est aux études. Et je vais ici clôturer ici en fait par une petite phrase que Marie-Josée a dit, c'est qu'est-ce qui me fait dire ici que j'ai envie si j'étais à la place de mes élèves, que j'assiste à mon propre cours. Et ainsi Marie-Josée l'a dit. Mais vous savez quoi, ici, en fait, j'ai pas ici pu démarrer ici mieux avec ma sœur qui fait ses études pour le moment pour devenir enseignant. Je lui ai dit, qu'est-ce qui ferait si jamais ici tu étais à la place de tes élèves qu'ils aient envie d'assister à ton cours? Je pense que se poser ici des questions introspectives comme ça, c'est aussi pouvoir ici se trouver des leviers. C'est wow! Et Florence Di Pasquale est avec nous pour vivre cette table ronde parce qu'elle suit son frère dans ses aventures. C'est magnifique. Je suis impressionnée effectivement de la qualité de vos échanges. J'ai vu le vidéo en réalité virtuelle réalisé par ses élèves et c'est assez poignant. Ce que j'aime particulièrement dans un projet comme ça, c'est de voir que chaque élève a choisi sa place et le rôle qu'il avait envie de jouer parce que c'est multitâche et dimensionnel la réalisation de ce projet-là. Et donc, quand on a trouvé notre place, c'est tellement révélateur de ce qu'on a envie de faire éventuellement. Et tous ces projets authentiques qui développent l'esprit d'entreprendre nous aident ou aident les élèves à trouver leur place. Ça, c'est wow. Maintenant, Stéphane Côté, toi, comment as-tu pu identifier des pratiques qui étaient porteuses, j'aurais envie de dire libératrices? Ouais, on peut dire ça, libérer de l'engagement? Du moins que ça engage les élèves, que ce soit, puis même, c'est ça que j'ai aimé t'entendre dire, que ce soit dans un milieu avec des élèves, que ce soit avec des élèves dans un milieu défavorisé ou non. À toi, Stéphane. J'aimerais me plaindre à l'organisatrice de notre rencontre, faire passer après 4 personnes passionnées qui ont des réflexions profondes dans ma tête. Bon, je baissais, mon estime baissait à chaque personne. Fait que là, je vais essayer de me reconstruire. Mais Euh, oui, parce que de toute façon, tu es expert en échecs. Ben, fais une nouvelle oui, marche oui, avec cet exactement. échec-là. Ma 8 millionième échec. Deux affaires. Je vais commencer à parler de ma réflexion que j'ai élaborée avec les élèves, à savoir c'était quel besoin le plus fondamental qu'on avait besoin d'explorer, peut-être de redéfinir dans la classe. Puis j'ai réalisé que dans le fond, on s'engage ce dans quoi on se sent bon, pas dans lequel on est bon. Mhm. Ici, dans les cours de maths, de français, de nos projets, on ne gère pas cette perception-là. Il y a le classement des élèves qui se passe. Fait que les élèves qui sont considérés être bons, c'est le premier quartile de la classe, puis les 3 autres quartiles essaient de courir pour rattraper. Puis dans ce processus-là, ça ne se passe pas bien. Fait que j'ai voulu redéfinir la perception d'être bon puis de réussite, puis je l'ai remplacé par la progression.
Donc, à ce moment-là, c'est accessible à tout le monde. L'élève qui a 45 dans la classe, sa zone proximale, ça va être d'essayer de dépasser ce résultat-là. Puis l'élève qui était en haut de la classe se retrouve aussi dans un drôle de processus. Il n'est plus en haut parce que lui aussi, il se fait, si la réussite dans la classe, ça devient la progression, mais à ce moment-là, tout le monde tombe dans cette espèce de quête-là. Puis, quand on voit la classe sous l'angle de la progression, ben, on a seulement trois types d'élèves devant nous. Des élèves qui viennent de régresser. Ces élèves-là, c'est les plus le fun à rencontrer parce qu'ils ont déjà vécu des succès dans le passé. Fait qu'on fait juste leur donner une petite tape qu'il faut pour retourner en haut. Puis c'est pas menaçant, c'est pas pénalisant de se retrouver dans cette récupération-là. C'est plus invitant, c'est plus engageant. Ceux qui bougent pas, ceux qui restent stables, ben là, eux autres aussi sont amenés à dire on va essayer de mettre en place des choses. Puis ceux qui progressent capotent bien raide. Ils ont le goût de lever la main et de dire ah, là, je viens de vivre une progression pour telle situation, telle pratique, telle stratégie. Puis là, les élèves commencent dans la classe à verbaliser les pratiques qui payent. Parce que le prof en avant, il a beau dire qu'il faut faire la stratégie 8, mais quand ça fait 6 élèves qui viennent de progresser, incluant l'élève qui a 45, qui est debout bien excité à dire j'ai fait la stratégie puis ça fonctionne, mais ça donne le goût à tout le monde de se lancer. Tout ce processus-là m'a amené, moi, comme ça, ça a été ce que j'ai découvert après. Ce que j'ai découvert en amont, j'essayais, dans le fond, de dire quelle maudite pratique qu'on a comme prof qui paye sur la réussite. 2012, c'était la pédagogie inversée, c'était la mode. Il fallait plus que tu enseignes, prof, si tu faisais ça, tu étais hautement incompétent. Il fallait que tu fasses une vidéo et tu l'envoies à tes élèves le soir. Je me suis mis à faire ça. Puis par accident, j'ai fait la pratique la plus payante en enseignement. Je me suis mis à mesurer mes pratiques. J'ai regardé quel élève qui regardait la vidéo, quel résultat il obtenait, ceux qui ne regardaient pas, qu'est-ce qui se passait. Et sans savoir cette espèce de feedback-là moi-même, les résultats de mes élèves, est-ce que ça produisait plus d'apprentissage, plus de réussite? Est-ce que les élèves s'engageaient plus? Donc, ce feedback-là à l'enseignant, c'est ça qui m'a permis de commencer à faire le tri. Puis après, je me suis mis à jouer avec des séquences. Donc, la récupération, est-ce qu'elle est plus payante quand elle est donnée après une évaluation? Est-ce qu'elle devrait être donnée avant? Est-ce qu'elle devrait être donnée avant l'enseignement? Donc là, j'essayais de le faire avant l'enseignement. Ça ne fait pas de sens de donner une récup avant, mais ça, j'en parlerai une autre fois. L'idée, c'est de dire quelle pratique je mets en classe, quel environnement d'apprentissage ou des fois quelle séquence, parce que des fois, c'est juste l'ordre dans lequel on le fait qui produit plus d'impact, va générer des élèves passionnés, engagés, puis qui va redonner le goût d'enseigner à nos profs. Alors, voilà, c'est en 4 minutes, c'est ma thérapie de 8 ans, 10 ans de ma vie là, que je viens de vous livrer. J'espère que c'était bon. C'était effectivement à la hauteur du pourquoi je t'ai invité dans ce panel de top modèle édu. J'ai un nouveau brand pour vous nommer. Stéphane, j'aime ça, mais comment tu les nommerais, ces pratiques-là efficaces, dans le fond? Comment tu aiderais un enseignant à les observer, dans le fond, à évaluer justement ce qu'ils font? Comment tu... Ben, on peut aller chercher des données qualitatives. Est-ce que les élèves sont plus motivés? Est-ce qu'ils aiment les projets que je fais? Puis, il y a les données quantitatives, que les résultats au test d'examen qu'on leur fait passer. J'avais une facilité à faire adorer l'école quand on faisait des projets de lancement de navettes spatiales en 2003 avec des webcams, avec des vrais fils qui couraient à terre, capotaient bien raide sur le lancement de navettes. Mais quand je retournais dans le cours de maths avec la page 35, la switch de mes élèves se remettait à off. Puis je me disais, moi, leur faire des projets encore plus débiles pour les attirer dans la classe, puis à un moment donné, les maths vont embarquer. Puis les maths embarquaient jamais. Fait que l'idée, c'est de dire, les examens qu'on donne à nos élèves, c'est un miroir de l'impact qu'on a réussi à faire. Puis on ne réussit pas à atteindre 100 de notre classe. Ça n'arrive pas. Puis si ça l'arrive, c'est qu'ils savaient déjà avant l'examen la notion que vous venez de donner. Fait que l'idée, c'est pas de remettre l'emphase sur ces examens, c'est d'aller chercher une donnée quantitative et les données qualitatives, puis là, c'est dire, OK, là, ce que je viens de faire, il aime ça, puis en plus, ça paye, ou il aime pas ça, mais ça paye, ou ça paye pas, puis il aime pas ça. Fait que là, il y a comme, il y a comme quatre situations. Bref, c'est tout. Je me calme, je me Non, calme. mais non, non, reste comme ça. Ce que j'ai aimé, justement, tu sais, ce que tu dis, c'est les élèves capotent. Mais imaginez des classes où c'est pas un enseignant qui capote parce que Marie-Josée a ouvert le bal avec des comportements dérangeants, mais c'est tous les élèves qui capotent parce qu'ils sont contents d'être dans la classe. Donc ça, c'est wow et c'est des manifestations qu'on peut définitivement voir dans les salles de classe. OK. Fait que comment on peut faire? Ben, clairement, les 8 déclencheurs que Marie-André a nommés, les exemples de projets, comment on peut le planifier. Stéphane, comment on peut
auto-évaluer l'impact de notre pratique. C'est une bonne façon de le dire. Excellent. Dans le deuxième bloc, j'ai envie qu'on avance vers comment évaluer justement l'engagement des élèves puis mesurer l'impact de nos pratiques sur leur motivation. Fait qu'on va creuser encore un peu plus sur le sujet. Qu'est-ce qui a envie de nous en parler? Marilyn, Laurent, Marilyn, vas-y. Donc, pour moi, c'est quand même très facile à observer là, en raison de la matière, je le répète, que j'enseigne, l'anglais, dont la compétence principale est l'interaction orale. Fait que il y a une tonne d'observations pour ça à tous les jours. Un indice qui est observable vient de mon milieu. Tantôt, je l'ai dit, mon école est située là, dans un milieu très défavorisé où on a une très grande proportion d'élèves qui est issue de l'immigration, ce qui fait en sorte que j'ai plusieurs élèves qui arrivent dans ma classe en cours d'année. Ces élèves-là, souvent, ne parlent pas français, ne parlent pas anglais, arrivent avec un bon choc culturel. Puis là, ben, j'ai beau ne pas manquer d'amour, là, tu arrives dans une classe d'anglais 2, 3 heures par jour quand tu n'en as jamais fait, ça peut être très gros puis anxiogène. Puis ce que j'ai observé, c'est qu'à travers les projets à l'esprit d'entreprendre, l'intégration des élèves se fait plus facilement au groupe parce que, encore une fois, on a un pairage, un mentorat qui se fait. Les élèves travaillent en département, hein, c'est le reflet d'une vraie compagnie. Donc, on les inclut dans un comité, dans un département, puis on en prend soin. Puis, on va chercher les forces de l'élève. Donc, pas besoin de parler français, pas besoin de parler anglais. Si tu as un talent en dessin, ben, tu peux aller en marketing nous faire des belles affiches pour notre projet. Donc, ça va faciliter l'intégration au groupe. J'ai remarqué que les élèves prennent plus de risques à parler anglais. Puis ça, c'est quelque chose que nous, les enseignants de langue seconde, on doit beaucoup remarquer là, la possibilité de la propension des élèves à prendre des risques. Puis ça, avec la triangulation des apprentissages, c'est très facile là, à observer. Les élèves vont développer plusieurs qualités entrepreneuriales, leur pouvoir d'agir. Ils vont sentir qu'ils font la différence. Donc ça, ce que ça va leur apporter, c'est un sentiment de fierté. Puis une fois qu'on a ça, ben, l'implication, elle est quintuplée. Ce que j'aime aussi, puis qui me rend vraiment fière à chaque année, c'est, je l'observe, il y en a toujours quelques-uns, des élèves plus effacés dans la classe, qui ne lèvent pas souvent la main, qui ne participent pas beaucoup, qui prennent moins de risques. Puis à travers les projets, il y a quelque chose qui se passe, ça vient chercher leur motivation, puis ils vont devenir des leaders. Puis oui, j'ai pas peur de le dire, c'est le mot des leaders parce qu'ils vont même devenir une référence dans le projet. Et puis ça, je trouve ça tellement beau à observer, puis ça vient avec le sentiment de fierté qu'ils vont avoir découvert. Ces élèves-là vont s'être découverts des forces, ça va leur amener une fierté et leur implication. Puis ce que je trouve intéressant, tu sais, Stéphane en parlait avec ses fusées tantôt, ben je trouve que ça perdure après le projet au niveau de prendre des risques. Ils vont le faire dans la vie de tous les jours aussi, là, plus souvent qu'autrement. En travaillant en comité, en département, on mise encore une fois sur les forces, le travail d'équipe des élèves. Puis j'ai des enseignants qui viennent observer dans ma classe qui disent, Marilyn, on n'en revient pas parce que tous tes élèves sont à la tâche tout le temps. Bien oui, ils le sont parce qu'on travaille sur leurs forces, puis ils ont conscience que c'est leur tâche à eux vient être une pièce de casse-tête dans le tout pour le succès de ce projet-là. Donc, ça, c'est très important. Puis, j'irai avec un simple indicateur qui n'a rien du tout de scientifique. Là. Je vais appeler ça l'indice de bonheur dans ma classe. Donc, moi, je suis enseignante en 6e année. J'ai un menu du jour. Quand les élèves entrent le matin puis ils voient business, donc entrepreneuriat sur le menu du jour, ils sont comme yes. Puis quand il l'est pas, parce qu'on ne peut pas nécessairement, des fois on a des contraintes de temps, quand il l'est pas, je me le fais dire. Puis là, ils viennent me voir puis ils font mais là, Miss Marilyn, c'est parce que nous, on avait une tâche à finir, là, puis on aimerait ça la finir aujourd'hui. Donc, c'est tellement beau. Là. Moi, c'est music to my ears quand j'entends ça. Là, c'est parfait. Puis, on a aussi l'augmentation des efforts, les résultats à parler anglais. Ça, c'est certain au niveau du développement des compétences en anglais langue seconde. Puis finalement, il y en a un autre indice qui m'est apparu cette année. C'est la première fois qu'on me l'avait dit. Ça vient des parents. Les parents de 6e année, nos charmants préados, qui des fois demandent en arrivant à la maison, puis qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Bof, je ne sais pas, pas grand-chose, des réponses comme ça. Puis les parents m'ont dit, ben sais-tu quoi, Marilyn? Quand tu fais tes projets à l'esprit d'entreprendre, on le sait ce qui se passe dans ta classe, ils nous disent ce qui s'est passé en comité, on parle de vos succès, on parle de vos réussites. Fait que moi, ça,
Je trouve ça tellement beau que ça se rende jusqu'à la maison. C'est merveilleux. Puis pour terminer, à mon avis, pourquoi ces résultats positifs-là se passent dans ma classe? C'est parce que les élèves doivent comprendre le pourquoi d'une tâche ou d'une activité. Puis en entrepreneuriat, bien, c'est eux qui le trouvent. Ils trouvent le besoin, ils trouvent la solution à ce problème-là et ce besoin-là et ils gravitent autour de celui-ci. Marilyn for President. Oh, mais c'est vraiment génial d'avoir tous ces indices-là, de sentir comment ça peut se passer dans la classe. Et merci, merci, merci de relever comme indice quand les parents ont accès de la voix de leurs jeunes à des réussites, à des projets. On vient de rendre réelle l'expérience d'apprentissage et peut-être même de transformer l'expérience que les parents ont eux-mêmes de l'école en voyant celle de leurs enfants. Je trouve ça magnifique. Merci, merci, merci. C'est d'ailleurs ce que je pense que peut faire les technologies en éducation, rendre, rendre réel ou en fait partager des traces de leurs apprentissages autres que une feuille, un cahier. C'est toujours important tout ça, mais il reste que quand on l'a retransféré dans quelque chose d'une autre dimension avec la technologie, ça peut faire ça. Mais bref, avec un projet d'esprit entreprendre, comme tu viens de nous le montrer, clairement, Marilyn. Donc, Marie-André, toi, qu'est-ce que tu pourrais nous partager sur le comment on évalue ça, cet engagement-là des élèves, avec tous les déclencheurs que tu nous as dit, là? Mais avant, je veux faire un Vas-y. parallèle avec ce que Marilyn a dit. Moi, je suis encore dans mes émotions de l'écouter parler. Puis Hmm. Laurent en a parlé aussi. Ce que Stéphane a mentionné dans leur projet, c'est que, tu sais, quand Laurent disait de l'impact des émotions sur l'apprentissage, mais je pense que quand on voit que les élèves sont bien, euh, on sait qu'ils vont aller plus loin. Tu sais, que là, parlait de fierté, du sentiment de compétence. Tu sais, ça a regroupé tous les déclencheurs. Puis les voir vivre ça, de s'engager, ben, on sait qu'ils sont bien. Puis comme je disais tantôt, le cerveau limbique, c'est ce voyons, je cherche mon mot, qui est responsable du niveau d'engagement. Fait que, tu sais, de savoir que le cœur, que tout le bien-être est pris soin, ben après ça, le reste se fait. Et ça m'amène aussi leur projet. Ils ont pris le temps de le faire. Et si, c'est pas long, je m'étais écrit des petites notes, c'est que avec les 8 déclencheurs, puis en laissant le temps, ça l'amène à l'état de flow. Puis ça, le flow, c'est comme l'indice ultime que nos élèves sont engagés, c'est qu'ils sont vraiment dans leur tâche, mais il y a aussi le genre de sentiment de bien-être, de plaisir d'apprendre qui se présente. Mais pour arriver là, il faut laisser le temps. Le meilleur exemple, c'est au préscolaire. Ils ont 45 à 60 minutes de jeu libre et le pourquoi de ça, c'est justement pour que l'enfant soit investi dans son jeu, qu'il ait le temps de s'investir. Mais là, dans nos classes, on n'ira pas avec le 45-60 minutes de jeu libre. On va y aller plutôt avec le ratio 30-70 et éventuellement 20-80 ou même 10-90. Qu'est-ce que c'est que ce ratio-là? Dans notre période ou dans notre journée, selon comment notre horaire est fait, c'est d'y aller avec un 30% que là, l'enseignant va donner sa matière et un 70% que les élèves vont être responsables de leurs apprentissages. Et là, l'enseignant devient un guide, un facilitateur. Et ça, sans cette proportion-là, le flow, l'engagement optimal ne sera pas possible. Les projets, ça le fait. OK? C'est parfait parce qu'en plus d'aller rechercher tous les déclencheurs, ben, les élèves ont le temps de le vivre. Mais là, il y en a qui vont me dire, OK, ben, moi, je peux pas toujours être en projet. Fait que, il y a quand même des choses au quotidien qui nous permettent de voir que nos élèves sont engagés. Par exemple, si demain je vais me promener dans une école, les élèves, oui, sont engagés, les classes de porte sont ouvertes, je vais voir, je vais entendre des choses. Euh, Ça peut être des modalités de travail différentes. Il y en a qui vont être en travail individuel, sous-groupe, des ateliers. Donc, je viens prendre soin de quelque chose. Il va y avoir de la collaboration. Je vais entendre de la rétroaction qui est donnée par les pairs, par l'enseignant. Il va y avoir des positions de travail différentes, fait que ça revient chercher d'autres choses. Euh, il va y avoir des intentions pédagogiques affichées. Ça revient au pourquoi. Tu sais, pourquoi je fais ça? Pour pleinement m'engager.
je vais entendre des rires, du bruit pédagogique. Fait que, tu sais, les enseignants qui disent, ben moi, je veux faire des actions concrètes pour engager mes élèves. Les projets, c'est fabuleux. En tout cas, vous m'avez vraiment inspiré quand que Marilyn, Laurent et Stéphane en parlant de vos projets. Mais dans le day-to-day, là, tous les jours, c'est possible avec des petits changements, des petites choses qu'on porte une attention particulière, là, d'aller observer l'engagement chez nos élèves. J'aime ça, puis clairement que tu nous amènes dans le qu'est-ce qu'on peut faire et entreprendre maintenant Des petits pour pas, un à la agir. fois. Oui, pour agir sur l'engagement des élèves. Laurent, toi, qu'est-ce que tu dirais? Bah, moi, il y a plein de choses intéressantes que j'ai envie de dire ici, encore une fois, ici en lien avec ce que mes collègues ont dit. Je vais peut-être cibler quelques outils numériques Oh, parce que pour donner ici en fait des retours sur les émotions, pour pouvoir ici jauger du bonheur dans la classe, comme Marilyn le disait, on peut utiliser des outils numériques déjà ici à l'heure actuelle qui sont disponibles ici en fait sur les plateformes qu'on utilise. Je vais en citer ici deux petits. Je vais d'abord commencer ici si vous utilisez en fait Office 365 Éducation. Dans Teams, vous avez une application qui s'appelle Reflect. Reflect vous permet ici en fait de pouvoir ici récolter les émotions ici des élèves par rapport à une tâche qui est donnée ou par rapport à des questions que vous aimeriez poser. Et là ici ce qui est bien c'est que soit on peut identifier l'élève, soit ça peut se faire ici de manière anonyme, mais toujours est-il ici que ça nous donne ici nous un retour sur l'état ici en fait avec lequel l'élève a traversé une tâche donnée. Et je pense que c'est aussi un bon indicateur pour nous repositionner et se questionner, comme Stéphane le disait, pour évaluer notre pratique pédagogique afin de l'améliorer. Il y a aussi un autre outil ici, toujours ici en fait du domaine ici de la rétroaction, parce que pour moi, rétroaction ici et motivation sont quand même bien liés, parce que si un élève n'est pas motivé ici, mais qu'il il fait ici en fait le poker face, comme je dirais ici comme ça, et qu'il ne le montre pas du tout, va falloir qu'on aille chercher ici au-delà ici en fait de la simple sensation si un élève est motivé ou pas. Il y a un outil qui s'appelle Quiver en fait et qui permet ici en fait à l'enseignant et à l'élève de se donner ici une rétroaction. Ça fonctionne à l'aide d'un petit QR code. Et lorsqu'on la scanne, on peut ici enregistrer ici une rétroaction et le faire écouter ici à la deuxième personne ici qui va l'écouter. Et je pense ici vraiment ici que les outils numériques sont un indicateur à partir du moment où ils sont utilisés ici avec parcimonie et réflexion. Toujours ici en fait dans Teams, on a ici l'application Insight. Ça peut permettre ici de vérifier ici le niveau d'engagement des élèves. Est-ce qu'il a ici travaillé ici autant de temps sur une tâche, sur un poste. Après, on peut mettre en perspective ici avec les résultats, avec les traces qu'on voit pour se demander si finalement, s'il n'y a pas quelque chose qu'on pourrait réajuster en termes de motivation. Donc, je pense que le numérique peut être un atout pour pouvoir y exercer, le mesurer et se réajuster. clairement, ça rend concret, visible en fait. Il faut apprendre à rendre encore plus l'invisible visible et accessible. Marie-Josée, Oui. Et écoute, il y a plein de belles choses qui se disent, puis je suis sur ma chaise, puis j'ai hâte que ce soit mon tour. je le Euh, sais. En fait, tout ce que, particulièrement, ben Marilyn, merci pour l'introduction du bloc 2 parce que tu mets la table beaucoup pour des choses, mais tu sais, je parlais sur quoi, quel levier qu'on a, donc Marie-André aussi nous en a proposé, mais mettons qu'on veut se documenter là-dessus. Moi, ce que j'ai entendu dans Marilyn, j'ai beaucoup entendu de principes qui viennent de l'apprentissage en profondeur de Follen. OK, donc Follen et Quinn. Je suis une adepte, là. OK, s'il y avait une secte, je serais prêtresse. Mais l'apprentissage en profondeur, parce qu'on est dans du pourquoi. Pourquoi je fais ça? Pour développer ma citoyenneté, pour développer ma créativité, pour développer ma collaboration. Ils sont tous là, Marilyn. OK? Tous les principes de l'apprentissage en profondeur sont là dans ce que tu as nommé. Puis on n'est pas obligé nécessairement d'être en entrepreneuriat. Et ce qui est important dans les principes de base de l'apprentissage en profondeur, c'est la relation à l'autre, puis d'essayer d'amener l'autre dans son plein potentiel, un peu ce que Stéphane disait aussi tantôt, donc d'être capable de le faire progresser. Et Follen dit, entre autres, de cultiver la curiosité chez les élèves. Donc, de les amener à être curieux, là, tu sais, donc de proposer des solutions problèmes, de leur proposer des résolutions de problèmes, à résoudre des problèmes qui sont concrets. J'ai le goût, tu sais bien, Stéphanie, je peux pas passer à côté de ne pas je ne peux pas ne pas parler de la CUA parce que Ah oui. la conception universelle des apprentissages, on a une ligne directrice qui est entièrement consacrée à l'engagement. OK? Donc, là-dedans, tu as offrir des possibilités d'éveiller de l'intérêt.
OK? Donc, on a ça. On a des diverses possibilités pour soutenir l'effort et la persévérance. Donc, pas juste avec des bonbons, là. OK? On peut faire ça, que tout le monde soit satisfait, Oui. s'auto-congratule. Puis, tu as aussi des moyens d'autorégulation. Moi, je me sens comment par rapport à cette tâche-là? Est-ce que je suis satisfait de mon engagement, par exemple, à tel projet ou dans telle activité? Donc, je voulais compléter avec ces deux appuis théoriques-là parce que ce que j'entendais dans Marilyn, j'écoutais parler, j'ai dit, tabarouette, elle, l'apprentissage en profondeur, elle est full pin là-dedans, là, tu sais, c'est parfait. Puis la CELUA, ben, tu sais, on agit en inclusion, on va aller chercher peut-être nos élèves qui sont plus en difficulté en réfléchissant justement à quel levier d'engagement que je peux mettre dans mon enseignement. Donc, c'est sûr que moi, j'ai pas d'élèves, j'ai pas de projet à vous présenter, mais je peux vous partager les lectures que je fais sur l'engagement. Donc, ben, je passe la parole à quelqu'un d'autre parce que je pense que l'heure du midi avance bien. C'est vraiment parfait. Marie-Josée, je t'ai vue comme celle qui a la baguette magique puis qui a mis en lumière un éclairage extraordinaire sur tous ces leviers-là, justement, d'engagement qui ont été nommés depuis le début. Et j'ai envie de poursuivre avec notre top modèle et du Stéphane. Une chance, tu dit Stéphane, puis j'étais en train d'activer mon micro. Je disais, elle parle de moi, là. Une chance, tu me dis après, si tu prenais quelqu'un d'autre, Ah oui, oui, je parle bien de ben, toi. je, je terminerai peut-être notre rencontre avec une petite notion de plaisir versus impact. Hmm. Euh, à chaque fin d'année, je demandais sur 57 pratiques que je faisais dans ma classe à mes élèves de les coter de 1 à 10. La moyenne était toujours autour de 8, là. Ils trouvaient tous que c'était donc extraordinaire ce qu'on faisait. Mais ce qui devient intéressant, c'est l'aspect relatif. Je suis pas en train de dire que c'était tout bon ce que je faisais. Fait que si quelque chose était coté à 6, c'était très, très, très mauvais. Puis si c'était coté à 10, c'était très, très, très souhaité. Et une des pratiques que je faisais, c'était par rapport à la lecture. Les élèves lisaient un texte le matin, ils se faisaient un résumé. En fin de journée, je posais des questions sur le texte. Il y avait seulement droit à leur résumé. Les élèves, 3 années de suite, détestent cette pratique-là. Ils l'aiment pas. Ils m'ont mis ça à 3 classes différentes. Toutefois, quand je regarde cette pratique-là, est-ce qu'elle améliore la qualité des réponses aux tests de lecture? J'ai pas trouvé de meilleure corrélation. J'ai pas trouvé d'autres pratiques qui étaient comme plus sexy et puis en même temps payantes sur l'élaboration de leur idée. Fait que cette espèce de feedback-là que je me suis servi moi-même, aller valider si la pratique que j'ai, oui, est-ce qu'elle intéresse les élèves, mais oui, est-ce qu'elle produit aussi un impact sur l'apprentissage? C'était capital pour moi de le faire parce que à un moment donné, je me suis dit, pendant qu'ils sont avec moi, ils ont un environnement extraordinaire. Chaque prof produit un environnement extraordinaire. Ma question, c'était, est-ce que c'est pérenne, ce que j'enseigne? Est-ce qu'après moi, les élèves vont réussir dans le cours qui, lui, ça va être 90% un cours magistral puis 10% d'exercice. Alors, c'était ma conclusion sur aujourd'hui. Oui, la motivation, oui, l'engagement, oui, le plaisir aussi est capital, il y a toute sa place. Il faut juste peut-être pas tomber des fois dans la quête du plaisir. Sinon, on risque de causer une diversion Oui. auprès des élèves. Puis, Quelle importante nuance, Stéphane, parce que tu les as fait travailler dans le bon sens et c'était payant pour leurs apprentissages, mais ils ont aussi besoin qu'on leur révèle cet invisible-là. Hey, quand vous faites ça, même si vous avez moins de plaisir, ça vous amène à avoir des résultats, fait que ça peut être quand même un très bon choix à apprécier. Mais oui, très, 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 très bon élément à partager. Hey, on s'en va vers la fin et on va conclure bientôt. J'en profite pour vous remercier énormément pour votre participation, votre rapport, pour le cœur que vous mettez à réaliser tout ce que vous faites au quotidien pour notre beau milieu de l'éducation. Avant d'aller voir Maxime, parce que Maxime, on s'en vient vers toi, j'ai envie de vous permettre de réouvrir le micro. Hey, je vais commencer avec Stéphane, vu qu'on a terminé avec Stéphane dans les deux blocs. C'est pas les autres vont juste découvrir ce que je de- viens de vivre depuis cette heure-là. Qu'est-ce que tu as envie de dire pour conclure, Stéphane? Ben, de retrouver ce qu'il faut pour s'amuser en classe quand l'enseignant arrive puis qu'il est content parce qu'il s'est reposé, pas parce qu'il a corrigé 1000 piles de correction la veille, peut-être qu'il a laissé les piles de côté pour se dire comment je vais avoir du fun aujourd'hui dans la classe, qui est engagé, puis dans ceux qui sont pas engagés, je me donne le défi de 2 élèves, m'en essayer des poignées eux autres aujourd'hui puis de les relever. Pas, il y en a 15, je vais essayer de lever les 15, on n'y arrivera jamais. Donc, de se fixer des objectifs réalistes
Puis quand j'en ai 15 à relever, pognez les plus faciles à relever dans un premier temps. Ça va être bon pour vous aussi de vous lancer dans ce processus-là. C'est tout. Merci, Stéphane. Marilyn? Je dirais, ben, je répéterai là, le message. Je veux que ça percute chez les enseignants, là, mes collègues, que des fois, on pense qu'on doit tout changer de notre pratique là, pour oser entreprendre, faire des projets entrepreneuriaux, mais je vous assure là, que ça vous amènera pas une surcharge. Au contraire, vous allez en sortir gagnant. Pensez-y, vos élèves ont tous déjà trouvé une solution à un problème, créé un événement ou un produit. Fait que simplement là, ajouter quelques petits ingrédients de plus, faire des petites modifications vont vous amener la recette gagnante dans votre classe pour motiver vos élèves. Bref, partez de ce que vous faites déjà. Puis, je finirai en disant que développer l'esprit d'entreprendre avec vos élèves va permettre à ces petits humains-là d'avoir une boîte à outils remplie de compétences, d'outils utiles à la vie pour l'école, oui, comme élèves, mais aussi en société, comme Marie-Josée l'a dit. On va les aider à développer leur plein potentiel et on va contribuer à en faire des citoyens engagés. Marie-Josée. Merci, Marilyn. Oui, Marie-Josée, c'est à mon tour. Je ne sais pas, il y a trop de Marie, je ne sais plus, là, c'est à mon tour. Ben, en conclusion, moi, je pense que c'est pas impossible. Ce n'est pas une mission impossible que d'aller travailler sur l'engagement des enfants. Ben, soyons des modèles d'engagement. OK? Des Sinon, top modèles, des Marie-Josée. top modèles. Tu sais, à tous les niveaux, tu sais, pour engager mes enseignants, moi, comme conseillère pédagogique, puis comme enseignant, comment je peux engager mes élèves aussi. Mais c'est vraiment, j'ai le goût de parler de l'environnement. Qu'est-ce que je mets autour de l'apprentissage pour, ben, tu sais, en adaptation scolaire, on va parler d'environnement capacitant. Donc, capacitant, ça veut dire aussi de travailler sur l'engagement puis la motivation. Donc, ben moi, je pense, je vous lance le défi, tout le monde. C'est quoi le prochain petit pas que vous êtes capable de faire pour Oui, aller vers un petit rehaussement de la motivation dans votre classe? l'engagement. Marie-André. Euh, ben moi, je reviendrai sur ma phrase de départ que s'engager soi-même, c'est permettre aux élèves de s'engager à leur tour. Euh, alors, qu'est-ce que vous allez faire pour soit continuer ou commencer? Ça revient avec ce que Marc-José dit, là, ça va être quoi votre prochain petit pas dans cet engagement-là? Parce que c'est tellement important. Et je finirai avec prenez soin du cœur, toujours. Donc voilà. Yes. Laurent. Moi, ce serait ici, en fait, en lien aussi avec mon expérience personnelle, c'est continuer à croire en l'éducabilité de chacun de vos élèves et à leur potentiel engagement et au fait qu'ils pourraient se dépasser et vous étonner. Et c'est un ancien élève qui a raté 3 années, qui a été déscolarisé pendant 1 an, qui vous dit ça. I love it, Laurent. Merci. Maxime, on arrive vers toi. Qu'est-ce qui a marqué les échanges aujourd'hui? Moi, j'aimerais remercier nos intervenants et intervenantes qui ont été actifs eux aussi dans le clavardage et qui Ouais. rendent justement ce moment webinaire-là vraiment bidirectionnel. Fait que ça, c'est vraiment apprécié. J'en ai tagué quelques-uns en cours de route, puis les réponses sont venues. Fait que c'était vraiment super. Je pense que ça alimente beaucoup. Et moi-même, à écouter ces chers invités-là. J'ai mon autre écran à côté, là, je suis en train de vérifier un paquet de choses que j'attrapais au vol parce qu'on a, tu sais, dans la préparation, il y a toujours quelques ressources qui sont ciblées, mais en les écoutant, je fais comme, OK, ça c'est intéressant aussi. Fait que moi-même, j'en ai découvert beaucoup, fait que j'espère que vous avez pu bénéficier de quelques liens là, que j'ai ajoutés là, qui sont fort intéressants. Je remercie d'ailleurs au passage Mathieu Noppen, qui est en direct de Gatineau, qui nous a partagé un document du Conseil supérieur de l'éducation qui Oui. touche exactement le sujet, dans le fond, d'aujourd'hui, là, pour la motivation, l'engagement là, chez les élèves. Et c'est tout frais sorti de janvier, hein, fait que ça vaut la peine d'aller voir ça. Celui-là, je l'avais pas attrapé au vol. Là. Je fais bien de la veille, mais celui-là, je l'avais pas attrapé. Donc, vraiment intéressant à aller creuser. Puis d'ailleurs, je ferai un mot de la fin à partir d'un des commentaires que Mathieu a justement mis, où est-ce qu'il nous disait que l'important est de permettre à l'élève d'aller chercher le meilleur de lui-même et non pas seulement de courir après être le meilleur de la classe. Et je pense que ça a bien touché un paquet d'éléments qui ont été mis en lumière par nos invités ce midi, cher. Excellent, j'adore.
Merci Maxime de ton engagement dans cette table ronde virtuelle leader à l'ère du numérique. Tu as été là chaque fois avec nous, précieuse collaboration depuis toujours avec le cadre 21 pour nous à l'École branchée. C'est important. Merci à tous les participants d'avoir été présents. J'espère que vous allez utiliser ces échanges-là en rediffusion pour éclairer justement vos échanges et vos réflexions sur l'engagement de vos élèves. Si vous avez aimé ces échanges-là, que vous avez des questions pour nos invités, je vous invite à nous écrire à info@écolebranchée.com et je me ferai un devoir de leur partager vos questions et vous revenir avec des réponses. C'était la dernière session pour l'année scolaire de leader à l'ère du numérique et on a terminé avec ce thème essentiel de l'engagement, la réussite, les clés pour motiver tous les élèves. Bien sûr, ce sera disponible en rediffusion. Inscrivez-vous à notre hebdo, écolebranchée.com/hebdo. Vous allez recevoir l'article dès que ce sera disponible. Et si vous souhaitez créer un mouvement vers des pratiques qui favorisent l'engagement de vos élèves et la motivation, ben à l'École branchée, on a tout ce qu'il vous faut pour alimenter votre réflexion pédagogique et répondre à vos objectifs. Si vous êtes direction, enseignant leader, conseiller pédagogique ou gestionnaire, prenez rendez-vous avec nous. Ça va nous faire plaisir de vous présenter à travers un accès gratuit pour une période limitée, l'ensemble des ressources qu'on peut mettre à la disposition de votre équipe. Vous pouvez également écrire à info@écolebranchée.com. Merci pour votre présence. Maintenant, si j'ai la nostalgie de cette fin de session leader à l'ère du numérique, j'ai envie de vous informer en primeur que leader à l'ère du numérique va revenir en 25-26 sur des prochains thèmes. J'ose pas dire 4, 3. On va voir comment est-ce qu'on les planifie, mais du moins, j'ai une annonce spéciale à faire. J'aurai un invité chouchou. Mon collègue Marius Bourgeois sera présent en invité chouchou à l'ensemble de nos sessions pour favoriser la transformation justement de vos pratiques vers l'atteinte de vos objectifs. Les thèmes sont à déterminer si vous avez envie de nous influencer des thèmes pour la prochaine année. Bien sûr, on a déjà une certaine idée de ce qu'on pourrait présenter pour vous et pour vous accompagner dans vos projets éducatifs, dans vos plans d'engagement vers la réussite, mais écrivez-nous à info@écolebranchée.com. Un grand merci à tout le monde. Bonne route vers direction fin d'année scolaire et engagez vos élèves à travers toutes les pistes d'action concrètes de nos top modèles édu d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Salut tout le monde. Bonne Au journée. revoir, à bientôt.